On va maintenant s'intéresser à l'énergie emmagasinée dans un condensateur. On va considérer qu'à un temps donné, il y a sur les armatures d'un condensateur une charge plus Q d'un côté et moins Q de l'autre. Donc j'ai mis des Q minuscules pour dire que c'est à un moment donné, parce que la quantité de charge va changer dans le temps. Au moment où j'ai une charge plus Q moins Q sur mon condensateur, il y a une différence de potentiel delta V aux bornes de ce condensateur-là. Si j'essaie d'amener une petite charge supplémentaire, quelle quantité d'énergie supplémentaire je vais donner à mon condensateur? Je vais l'appeler DU. DU, ça va être la quantité supplémentaire d'énergie lorsque je vais apporter une petite charge dQ supplémentaire sur mon condensateur. Donc on va dire que DU va être égal à dQ fois delta V. Pourquoi? Parce que l'énergie emmagasinée, on avait vu que c'est la charge fois la différence de potentiel. Si j'amène une petite charge supplémentaire dQ, ben ça va faire augmenter la différence de potentiel d'une valeur DU au moment où il y a une différence de potentiel delta V aux bornes de mon condensateur. Si j'essaie d'en amener une autre comme ça ici, ben, ça va faire augmenter d'une quantité DU l'énergie emmagasinée sur mon condensateur. Mais l'idée, c'est de réussir à trouver la somme de toutes les petits DU que je vais faire pour amener toutes les charges en partant de la première charge que j'amène jusqu'à la charge Q majuscule où mon condensateur serait complètement chargé. On sait que la capacité d'un condensateur, c'est Q sur delta V. Si j'isole delta V, bon, on sait que ça donne Q sur C. Je vais pouvoir venir remplacer dans mon expression d'en haut le delta V par Q sur C. Donc, je vais avoir que DU va être égal à Q sur C fois DQ. Et tout ce qui va me rester à faire, c'est faire la somme de tous les petits DU entre ma première charge que j'amène et la dernière. Ça revient à faire une intégrale. Delta U que je vais avoir au total va être égal à l'intégrale entre 0 et Q majuscule, qui serait la charge complète, de Q sur C fois DQ. Ça va être égal à Q carré sur 2C. Je fais l'intégrale de Q sur C. Le C est une constante, ça va devenir Q carré sur 2C, que je vais évaluer entre 0 et Q majuscule, ce qui va me donner Q carré sur 2C. L'énergie potentielle emmagasinée dans le condensateur, c'est tout simplement Q carré sur 2C. Mais habituellement, ce n'est pas la valeur de la charge qu'on connaît, mais c'est plus la différence de potentiel qu'on va avoir au bornes du condensateur, parce que ça, c'est plus facile à mesurer. Et on connaît aussi la capacité du condensateur. On va tout simplement remplacer Q dans cette expression-là par C fois delta V. Si je remplace Q par C fois delta V, je vais obtenir une nouvelle expression pour mon énergie potentielle emmagasinée dans le condensateur, qui va être que l'énergie emmagasinée va être égale à 1 demi C delta V carré. C'est habituellement plus cette expression-là qu'on va utiliser, mais on peut passer finalement d'une à l'autre en repartant de notre définition de base qui est C égale Q sur delta V. Qu'arrive-t-il maintenant lorsqu'on glisse un matériau entre les armatures de mon condensateur? Donc, on va appeler le matériau qu'on va insérer entre les armatures du condensateur un diélectrique. Un diélectrique, ça va être un isolant qu'on va mettre entre les armatures du condensateur dans le but d'augmenter sa capacité. Prenons pour acquis un condensateur ici qui ne serait pas branché à une pile, mais qui contiendrait une charge plus Q d'un côté et moins Q de l'autre, qui aurait déjà été chargé au départ. Il va y avoir un champ qui va exister entre les deux armatures, un champ E qui va exister, qui est représenté en noir sur le schéma. Si je viens glisser un matériau, un isolant, entre les deux, l'isolant contient des charges, bon, il est neutre au départ, il contient autant de charges positives que négatives, donc ils sont placés un peu aléatoirement, si on veut. C'est s'il y a une petite séparation de charge due aux molécules qui ne sont pas parfaitement symétriques, ces séparations plus-moins, on voit qu'elles sont placées de façon aléatoire. Si je regarde d'un côté, je vais avoir pour une plus d'un côté et moins de l'autre. Pour une autre, ça va être le plus va être du côté droit, le moins du côté gauche. Ils sont toutes placées de façon aléatoire. Mais parce qu'il y a un champ qui règne au départ entre les deux plaques, il ne faut pas oublier que les charges positives vont avoir tendance à suivre les lignes de champ, alors que les charges négatives vont avoir tendance à remonter les lignes de champ. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va venir aligner
tous ces petits dipôles-là, de telle sorte que les charges négatives vont se retrouver du côté gauche et les charges positives vont se retrouver du côté droit. Regardez bien ce qui va se produire. On va avoir mes molécules qui vont s'être tournées à l'intérieur du matériau, mais parce que c'est un isolant, ils ne peuvent pas faire autre chose que se tourner. Ils ne peuvent pas se déplacer sur de grandes distances. Donc la molécule va juste s'orienter de telle sorte à présenter son côté négatif à gauche et son côté positif à droite. Si on regarde tout ce qui se passe du côté droit, on a un surplus de charge positive, alors que du côté gauche, on a comme un surplus de charge négative. Mais ça va venir créer un champ supplémentaire entre les deux plaques, mais dans l'autre sens. Parce que là, je vais avoir un surplus de plus à droite et un surplus de moins à gauche. Ça va créer un petit champ, comme ça ici, en sens inverse, qui va venir réduire le champ qui existait déjà à l'intérieur de mon condensateur. Cette réduction-là, comment je peux la représenter? Je vais juste mettre moins de lignes de champ. Ça va me donner quelque chose qui va ressembler à ça. Le champ avec diélectrique entre les deux plaques va être réduit d'un certain facteur. Le champ avec diélectrique, qu'on va appeler ED, va être égal au champ qui existait quand il n'y avait pas de diélectrique, E0, divisé par une certaine constante, qu'on va appeler la constante diélectrique. Constante qu'on peut trouver dans des tables, dans les livres. Pour chaque matériau diélectrique qu'on peut venir insérer, on va avoir une valeur de constante diélectrique qui va être différente. Par exemple, si je mets du papier ou si je mets une feuille de plastique mince, une feuille d'acétate, je n'aurai pas la même constante diélectrique. Le symbole pour la constante diélectrique, c'est la lettre grecque kappa. Mais qu'est-ce qui arrive si le champ à l'intérieur avec diélectrique a été réduit d'un certain facteur kappa? Bien, comme la différence de potentiel est proportionnelle au champ, mais la différence de potentiel aussi va avoir chuté d'un certain facteur kappa. Delta V avec diélectrique va être plus petit que le delta V sans diélectrique. Ça, c'est vrai quand le condensateur n'est pas branché à une pile. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, la capacité du condensateur, comme elle est égale à Q sur delta V, bien, la capacité avec diélectrique va être égale à Q sur delta V avec diélectrique. Ce qui va faire en sorte que la capacité avec diélectrique va augmenter d'un certain facteur kappa par rapport à ce qu'elle était au départ. Par exemple, si kappa vaut 6, donc si je prends une feuille de mica, la constante diélectrique, c'est 6. Finalement, la capacité avec diélectrique, quand je viens mettre ma feuille de mica, ça va faire en sorte d'augmenter d'un facteur kappa la capacité de mon condensateur. Capacité avec diélectrique est égale à kappa fois la capacité quand il n'y avait rien entre les deux armatures. On vous dit, en augmentant la tension aux bornes du condensateur, on augmente aussi le nombre de charges sur les armatures. L'attraction entre les charges positives et négatives va augmenter jusqu'à une limite. Je mets des charges, j'en mets. À un moment donné, le condensateur va devenir très chargé. Il va avoir une force d'attraction très très forte entre l'armature positive et l'armature négative. Si on dépasse une certaine limite, les charges vont traverser entre les armatures et faire un arc électrique. On dirait alors que le condensateur va faire un claquage. On met des charges. À un moment donné, la force est tellement grande pour les charges positives, par exemple, de vouloir traverser vers les charges négatives, qu'ils vont passer au travers du condensateur. Et ça va faire un claquage, un arc électrique. Ici, on a des diélectriques entre les deux, mais ça va venir briser le matériau et notre condensateur ne fonctionnera plus. On appelle la rigidité diélectrique la valeur du champ maximal qui peut exister entre les armatures avant d'avoir un claquage. À mesure qu'on augmente le nombre de charges, le champ va devenir de plus en plus intense, jusqu'à temps d'avoir un claquage. La rigidité diélectrique dépend du matériau utilisé comme diélectrique. Quand on est dans l'air, la valeur de la rigidité diélectrique, c'est environ 3 millions de volts par mètre. Ça veut dire que je pourrais mettre 3 millions de volts aux bornes de mon condensateur si les armatures étaient séparées d'1 mètre. Et si j'atteins le 3 millions, il va y avoir un arc électrique qui va se faire. D'ailleurs, c'est ce qui se produit entre les nuages et la Terre. Ça agit un peu comme des condensateurs. On charge les nuages. Quand on atteint 3 millions de volts par mètre, bien, ça va créer une décharge qui sont les éclairs. En venant mettre un matériau diélectrique entre les armatures du condensateur, ça fait en sorte d'augmenter la rigidité diélectrique. Ça veut dire que ça va me prendre un champ plus grand avant que le condensateur fasse un claquage. Et ça, c'est un avantage, encore une fois, d'utiliser les diélectriques.
Quand on achète un condensateur, sa capacité, elle est écrite sur le condensateur, mais c'est aussi écrit la tension maximale qu'on peut mettre avant que le condensateur fasse un claquage. Souvent, il y a un facteur de sécurité aussi par rapport à la valeur qui est inscrite dessus.